Bonjour et merci de nous retrouver. Nouvelle matinale, nouvelle problématique. Ce matin, le conflit israélo-palestinien dans l'impasse. La faute à quoi? La faute à qui? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Et nous tenterons également de tirer les leçons de l'histoire avec Daniel Sheikh qui nous rejoindra sur ce plateau. En deuxième partie d'émission, on verra avec Charlotte Seknazi comment le conflit israélo-palestinien s'exporte sur les grands écrans. On en reparlera à l'occasion du 13e festival du cinéma israélien à Paris, un festival qui se déroulera en avril prochain. On passe pour l'heure à l'actualité, le point avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, une catastrophe nucléaire qui a marqué les mémoires, les sirènes ont retenti il y a quelques minutes tout juste au Japon pour commémorer donc ce triste anniversaire du 11 mars 2011 et ce tsunami. C'est un triste anniversaire que le Japon s'apprête à commémorer aujourd'hui, 2 ans après le tsunami, la catastrophe nucléaire qui s'en est suivie. Une partie du Japon vit toujours dans des habitations provisoires. 13 000 familles chercheraient encore à se reloger. Je vous rappelle que le tsunami qui a dévasté le pays le 11 mars 2011 a fait près de 19 000 morts. Toujours au Japon, dimanche, des milliers de personnes ont manifesté à Tokyo pour demander au gouvernement de renoncer à l'énergie nucléaire dans un pays pourtant peu habitué à descendre dans la rue. Selon un sondage récent, 70% des Japonais sont partisans d'un abandon du nucléaire à terme. Avant Fukushima, le nucléaire couvrait 30% des besoins en électricité du pays. On passe à présent en Inde. 2 mois après l'affaire du viol collectif, l'un des principaux accusés se serait suicidé en prison. Il risquait la peine de mort. Le viol collectif et le meurtre d'une étudiante a été l'agression qui avait soulevé une vague d'indignation contre les violences faites aux femmes en Inde. 50 ans après que Jomo Kenyatta est devenu le premier président du Kenya, son fils Uhuru vient d'être à son tour élu à la tête du pays. La commission électorale indépendante l'a officiellement déclaré vainqueur avec 50% des voix au premier tour de la présidentielle du 4 mars. Son adversaire Raila Odinga a aussitôt contesté le résultat, annonçant son intention de saisir la Cour suprême. Le président élu est inculpé par la Cour pénale internationale en raison de son implication supposée dans les violences post-électorales de 2007. Exécutés par leurs ravisseurs, les autorités italiennes, britanniques et grecques ont jugé probable hier la mort des 7 otages étrangers enlevés le 7 février dernier au Nigeria après que le groupe islamiste nigérian Ansarou a annoncé samedi leur assassinat. Le Nigeria s'est refusé à tout commentaire. Selon les ravisseurs, le gouvernement britannique a envoyé dans la région 5 avions de combat, des soldats et des membres des services secrets. Les 7 otages, 2 Libanais, 2 Syriens, un Grec, un Italien et un Britannique, avaient été capturés en février dans le village de Djamahare au nord du Nigeria. Il travaillait pour la Cetraco, une compagnie de construction libanaise. Les États-Unis entraînent en Jordanie des combattants syriens hostiles au gouvernement de Bachar al-Assad. C'est ce qu'a affirmé dimanche l'hebdomadaire allemand Der Spiegel sur la foi de témoignages de participants et d'organisateurs. Près de 200 hommes auraient déjà bénéficié ces 3 derniers mois de cette formation qui devrait être tendue au final à environ 1200 membres de l'armée syrienne libre. Le nombre de réfugiés syriens qui vient de franchir le cap du million pourrait doubler ou tripler à la fin de l'année si aucune solution n'est trouvée au conflit dans ce pays. C'est ce qu'a averti dimanche Antonio Guterres, au commissaire de l'ONU aux réfugiés, évoquant une catastrophe absolue. L'ONU avait annoncé que le nombre de réfugiés syriens, dont la moitié sont des enfants, avait dépassé la barre du million 2 ans après le début de la rébellion contre le régime du président Bachar al-Assad. En Égypte à présent, la police égyptienne, secouée par un mouvement de contestation sans précédent, a décidé de ne plus obéir aux ordres, ayant le sentiment d'être instrumentalisée par le pouvoir en place. Accusée d'usage excessif de la force par l'opposition et les jeunes manifestants hostiles au président islamiste Mohamed Morsi et aux frères musulmans, les policiers se sentent détestés par leurs concitoyens alors qu'ils assurent respecter simplement les consignes. Les policiers veulent une loi établissant clairement leurs pouvoirs et leurs devoirs et réclament des armes pour faire face aux manifestations violentes qui se multiplient depuis novembre. Et puis d'ailleurs, c'est l'occasion de revenir sur ces manifestations qui, je vous le rappelle, avaient fait 2 morts et des dizaines de blessés. Détails dans ce reportage. Incarnation de l'ancien régime, la police égyptienne est détestée de la population. Les forces de l'ordre, accusées de corruption et d'incompétence, refusent même d'obéir aux ordres d'un régime dirigé par les islamistes. Témoin de l'instabilité politique et sociale, c'est la récente décision d'un tribunal de justice qui a mis le feu aux poudres et embrasé le pays.
En février 2012, 74 supporters avaient trouvé la mort à la fin d'un match de football et la police était restée indifférente. Verdict du jugement, 21 personnes ont été condamnées à mort et seulement 2 policiers sur 9 ont écopé de peine de prison. Mais la rue, qui s'attendait à moins de clémence du tribunal envers les policiers impliqués, conteste la décision. Conséquence, à Port Saïd, les habitants ont été jusqu'à chasser les policiers de la ville et réclamer un coup d'état militaire. Je veux dire quelque chose au président Mohamed Morsi. La jeunesse de Port Saïd est plus forte que ton ministre de l'Intérieur inutile. Et je lui dis à lui, les jeunes de Port Saïd sont plus forts que ton ministère. Tu nous frappes avec des fumigènes et des armes. Port Saïd demeure, c'est vous qui partez. Sinistre bilan des 10 derniers jours, une 60aine de morts et plus d'1 millier de blessés. Une réforme de l'institution policière semble donc urgente, mais selon les frères musulmans, les hauts gradés, très proches du parti d'Hosni Moubarak, auraient tout intérêt à ce que le chaos perdure. On passe à présent à Israël. Nuit blanche, une de plus pour Benyamin Netanyahou et ses partenaires de la coalition. Le Premier ministre israélien a discuté une partie de la nuit avec Naftali Bennett et Yair Lapid pour finaliser l'accord de coalition. Une rencontre à laquelle a participé Avigdor Lieberman. Il ne reste plus que 6 jours au Premier ministre avant l'échéance du temps qui lui est imparti pour former un gouvernement. Le conclave chargé d'élire le prochain pape s'ouvrira mardi après-midi au Vatican. Au total, 115 cardinaux âgés de moins de 80 ans y participeront dans la chapelle Sixtine après avoir assisté dans la matinée à une messe dans la basilique Saint-Pierre. Le successeur de Benoît XVI, qui a renoncé fin février, devra, pour être élu, recueillir une majorité des 2/3 des suffrages, soit au moins 77 votes. Aucun favori ne se dégage pour le moment. Parmi les papabili dont le nom revient le plus souvent figure l'archevêque de Milan, Monseigneur Angelo Scola, 71 ans, le Brésilien Odilo Pedro Scherer, 63 ans, l'archevêque de Sao Paulo, et le Canadien Mark Ouellet, 68 ans. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. Et je me permets donc de revenir sur l'un des points essentiels de ce matin et ce triste anniversaire que le Japon s'apprête à commémorer aujourd'hui, 2 ans après le tsunami et la catastrophe nucléaire qui s'en est suivie. Une partie du Japon vit toujours dans des habitations provisoires. 13 000 familles chercheraient encore à se reloger. Je vous rappelle que le tsunami qui a dévasté le pays le 11 mars 2011 a fait près de 19 000 morts. Voilà donc pour l'actualité principale de cette matinée. Daniel Chek, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a quelques années encore, on parlait de la centralité du conflit israélo-palestinien, un conflit qui était censé être au cœur de la tourmente proche-orientale, la cause même de toutes les pathologies régionales. Il faut croire que la centralité s'est déplacée. Finalement, le conflit israélo-palestinien n'est peut-être pas la cause de tous les maux dans la région. Je n'ai jamais pensé que c'était le cas, mais non, la majorité des médias, oui. Oui, vous savez, c'est une question d'interprétation, parce que la centralité, je crois qu'elle est réelle, mais ça ne veut pas dire que tous les maux de la région dépendent de ce problème qui est un des problèmes centraux, mais il est central, il n'est pas pour autant moins important qu'il ne l'était. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça le phénomène le plus déroutant, c'est que pendant ces dernières années, dans l'opinion publique israélienne, mais rien que dans l'opinion publique israélienne, s'est installé un sentiment qu'en fait, ce n'est pas un problème central, ou de toute façon, ce n'est pas un problème de toute première urgence. On peut tout de même pas nier le fait que le conflit, ou en tout cas la couverture de ce dossier soit reléguée au second plan pour le moment. Est-ce que on a le sentiment finalement que le conflit israélo-palestinien ne vend plus? On s'essaye à une interprétation. Selon vous, le monde est-il lassé finalement d'un conflit dans une perpétuelle impasse, ou en tout cas c'est le sentiment qu'on en a, ou finalement est-ce que c'est le désintérêt lui-même qui empêche la progression de ce conflit? Je ne veux pas être trop abrupt, mais la réalité n'est pas un produit de consommation. C'est-à-dire on ne peut pas simplement se fier au goût du public. Ce n'est pas une campagne publicitaire. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas faire résoudre un conflit sanglant qui dure 65 ans, avec tout le respect que l'on doit pour la centralité de l'opinion publique dans notre vie moderne, il y a une réalité. Et elle n'est pas impressionnée par le fait qu'un gouvernement
israélien ou un leadership palestinien ou même une opinion régionale pense que, ma foi, le prix du fromage blanc est maintenant plus urgent pour eux. C'est peut-être possible. C'est ça la démocratie et c'est ça la vraie préoccupation des Israéliens. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas une reality show où c'est la majorité du public qui décide tout. Il y a aussi une question de leadership. C'est pour ça que nous élisons des dirigeants et des dirigeants doivent, selon des critères qui repose sur une information qui est souvent beaucoup plus riche, beaucoup plus informée que celle du commun des téléspectateurs, arriver à la conclusion et à une liste de priorités qu'il faut favoriser. Et je pense pour ma part, comme le font nombre de leaders dans le monde, que le conflit israélo-palestinien est un conflit qui, même s'il semble aujourd'hui dans une sorte d'anesthésie, a besoin d'être traité. C'est la raison pour laquelle un président américain va se déplacer dans cette région dans 15 jours. C'est la raison pour laquelle une femme politique comme Tzipi Livni s'est placée au centre de ce sujet, est allée signer un accord pour entrer dans la coalition de Benjamin Netanyahu, qui est d'accord pour mettre le sujet à nouveau sur l'ordre du jour du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai espoir que dans les mois à venir, nous allons renaître une négociation avec les Palestiniens. Daniel Sheikh, l'œuvre de Tzipi Livni, on va en reparler dans cette interview. Pour l'heure, je voudrais me concentrer sur la réelle volonté, autant des Israéliens que des Palestiniens. Est-ce qu'on peut faire la paix si les Israéliens, comme les Palestiniens, ont la tête ailleurs, dans le prix du fromage, comme vous le mentionniez tout à l'heure? Oui, certainement. C'est pour ça, je répète, la démocratie, c'est un processus très complexe qui a beaucoup de facettes. L'une de ces facettes, c'est le choix de notre leadership qui, lui, selon des priorités qui lui sont propres. Mais le leadership, justement, vous n'avez pas le sentiment qu'il est un peu déconnecté des priorités de la population? Non, du tout. Ce n'est pas un choix ça ou ça. On peut très bien s'occuper des questions sociales, économiques, les questions d'éducation. D'ailleurs, comme tout citoyen israélien, j'espère bien que notre nouveau gouvernement va le faire avec brio et avec énergie. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être sur le compte d'autres questions qui concernent directement non seulement notre sécurité dans cette région, mais aussi les questions même de l'économie. Où est-ce que vont aller les fonds limités que le gouvernement a à sa disposition? Est-ce que ça va aller uniquement pour financer des infrastructures en Cisjordanie? Est-ce que ça ira plutôt pour favoriser un système d'éducation plus performant? Ça fait partie aussi des questions de sécurité et de politique étrangère. Alors on va tenter avec vous, puisque vous êtes un fin observateur, un fin connaisseur également de la diplomatie et de la politique, on va tenter de tirer certaines leçons de l'histoire et revenir aux options finalement qui s'offrent aujourd'hui aux Israéliens et aux Palestiniens en faisant un saut en arrière. Si on devait justement tirer les leçons de l'histoire de cette série de rencontres, de cette série de signatures, pourquoi finalement toutes ces rencontres, toutes ces signatures qui ont eu lieu entre les deux parties, elles ont tant de mal à être appliquées concrètement sur le terrain? C'est une question qui est presque d'ordre philosophique, puisque nous vivons des moments historiques, ce que nous appelons des moments historiques. Mais de quoi exactement est fait un moment historique? Personne ne peut l'analyser d'avance. Il y a une conjoncture de personnes, de circonstances, de volontés, de psychologie personnelle, d'atmosphère nationale qui font la différence entre un succès et un échec. Je ne pense pas qu'il y a eu que des échecs. Nous avons, si vous regardez historiquement, et vous faites bien de prendre un ou deux pas en arrière et ne pas regarder uniquement l'actualité de ces dernières semaines, à longueur d'années et de décennies, nous sommes aujourd'hui, je le pense, dans une situation quand même meilleure que dans les années 70 ou 80. Alors justement, je vous propose une comparaison.
Oslo I en 1993, la création de l'autorité palestinienne qui a suscité un vent d'espoir, la célèbre poignée de main qu'on revoit justement sur ces images. 20 ans après, l'autorité palestinienne est au bord de l'effondrement économique. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'échec d'un homme ou l'échec d'un modèle? Non, c'est l'échec parce que le processus n'a pas abouti, n'est pas arrivé jusqu'à sa fin. Il n'a pas mûri jusqu'à la fin, peu importe maintenant historiquement quelles sont les raisons. La question est de savoir, n'est pas de savoir à qui la faute pour les échecs passés, mais à qui le courage pour essayer de trouver les opportunités de l'avenir. Mais on peut en tirer les leçons pour savoir quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas reproduire à l'avenir. Une erreur certaine, c'est de ne pas se parler. C'est la première et la plus basique des erreurs. Parce que ignorer les uns les autres, ne pas couper le contact, couper le cordon de la négociation, ce n'est pas uniquement mettre au congélateur un processus, mais c'est aussi quelque chose qui a un effet dévastateur sur les opinions publiques. Alors, justement, non, je vais terminer la phrase pour vous expliquer. Je vous en prie. Parce que, faute de voir les leaders se rencontrer et négocier, les téléspectateurs, comme vous les appelez, l'opinion publique, perd la confiance dans le concept même de la négociation comme outil pour justement, vous parlez d'un concept de négociation. Sur le terrain, on a des questions primordiales. Le problème des réfugiés palestiniens, le droit au retour, le problème des frontières, la question de Jérusalem. Cette question de Jérusalem, on en fait quoi ? Vous savez, si je pouvais résoudre le conflit israélo-palestinien ici en direct sur le plateau de Guisen TV, je crois que nous aurions la vie facile. Bien sûr que ce sont des questions difficiles. Nombre d'entre elles ont été déjà discutées à fond et en détail dans des équipes de négociateurs et beaucoup de formules existent. Alors justement, la formule de Tzipi Livni, c'est quoi ? Pour la résolution de ce conflit et notamment pour la partition de Jérusalem, ce dossier qui finalement est la pierre angulaire de ce conflit. On ne peut pas isoler une question et dire voilà, quelle est la solution pour cette question isolée. Il y a un concept général qui est celui des deux États-nations pour deux peuples, un État israélien qui est l'incarnation du droit du peuple juif à l'indépendance nationale et la solution de son aspiration nationale, et de l'autre part, un État palestinien qui, dans son entièreté, sera la solution entière de la question nationale palestinienne, y compris la question des réfugiés. Alors jusqu'à présent, vous me parlez de principe, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Mais chère madame, par quoi on commence? On commence d'abord aujourd'hui, vous me dites, aujourd'hui, après 4 années de no man's land, de négociations sans contact véritable entre les leaderships des deux parties, la seule chose à laquelle nous pouvons espérer dans l'immédiat et aspirer, c'est de renouer le contact. Alors, renouer le contact. Vous parlez de 4 années de No Man's Land. Il y a eu aussi 4 années sous la direction de Tzipi Livni au ministère des Affaires étrangères. Elle a discuté, elle a beaucoup discuté. Oui. Elle est parvenue à quoi? Elle n'a pas pu aboutir parce que le gouvernement est tombé. Elle n'est pas arrivée au bout de ce processus d'Annapolis qui, pourtant, pendant presque 2 ans, a été considéré par les Israéliens et les Palestiniens comme suffisamment important et réussi pour qu'ils se poursuivent et pour que les négociations se fassent dans une atmosphère plutôt confiante. Les aléas de la politique israélienne ont fait que le gouvernement est tombé et que le nouveau gouvernement, celui de Benjamin Netanyahou, élu en 2009, a choisi de ne pas poursuivre cette route. Et nous voilà aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que la chose la plus sensible et la plus intelligente à faire maintenant, c'est de reprendre à peu près là où Madame Livni avait coupé les négociations. Tzipi Livni qui va se retrouver avec un gouvernement réélu pour la 3e fois et à sa tête Benjamin Netanyahou. C'est exact, mais elle se retrouve aussi avec la charge confiée par le Premier ministre de renouer ce processus de négociation.
C'est inscrit dans le programme du gouvernement et c'est inscrit dans l'accord qui a été signé entre le parti de Madame Livni Atnoa et le Likud Beitenu de Benjamin Netanyahu. Je pense aussi que si l'on veut bien croire au discours du Premier ministre et de son entourage, qu'il y a dans cette zone-là du Premier ministre aussi une réalisation que le gel complet des négociations qui a eu lieu pendant les dernières 4 années ne pourra pas se poursuivre. Alors d'après vous, ça va être quoi la première problématique qui va être entamée par le gouvernement pour discuter justement de ce conflit israélo-palestinien et aboutir à des solutions éventuellement? Vous savez, c'est difficile de faire des pronostics. Je pense que la question centrale ou l'événement central qui va peut-être nous donner la configuration de ce qui va suivre dans les semaines et les mois à venir, c'est la visite du président Obama, qui vient sans doute pour parler beaucoup des questions de l'avenir d'Israël, de la sécurité, de l'Iran, mais qui, je n'en ai aucun doute, va parler beaucoup de la question palestinienne. Il a nommé un secrétaire d'État qui s'est déjà prononcé de manière très claire comme fort intéressé dans le dossier, et je pense que la chose essentielle maintenant, c'est d'insuffler une nouvelle vie dans un dossier qui n'a pas perdu de son urgence, mais qui a perdu de sa vitalité. Une nouvelle vie, un dernier mot pour clore cette interview, des conditions préliminaires aux négociations. Devrait pas y avoir. Il ne le faut pas? Non, il ne faut aucune question préliminaire, aucune précondition. Ça s'est toujours avéré comme un prétexte pour esquiver des responsabilités réelles. Il ne faut pas avoir peur de présenter ses positions ouvertement dans une négociation, mais il ne faut pas non plus avoir peur d'écouter les positions ouvertement présentées de l'autre partie. Ben Yashak, je vous remercie de cette interview, d'avoir été avec nous ce matin. Et justement, ce gouvernement de Benjamin Netanyahou, on en reparle, nuit blanche pour le Premier ministre et son équipe de négociation, une de plus donc pour Benjamin Netanyahou et ses partenaires de la coalition. Le Premier ministre israélien a discuté une partie de la nuit donc avec Naftali Bennett et Yair Lapid pour finaliser l'accord de coalition. Une rencontre à laquelle a participé Avigdor Lieberman. Il ne reste plus donc que 6 jours au Premier ministre israélien avant l'échéance du temps qui lui est imparti pour former un nouveau gouvernement, 6 jours donc avant la date butoir imposée donc par Shimon Peres à Benjamin Netanyahou. Deuxième partie de cette émission, Charlotte Seknazi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors aujourd'hui on va parler du 13e festival du film israélien à Paris, un festival qui se déroulera au cinéma des cinéastes 7 avenue de Clichy dans le 17e du 3 au 10 avril prochain. Voilà, tout à fait. À l'ordre du jour. Alors déjà, c'est une semaine qui sera bien remplie puisqu'on aura l'occasion de découvrir des véritables perles israéliennes. À l'ordre du jour, au programme, donc une semaine, 9 longs métrages, 6 documentaires, dont le fameux The Gatekeeper dont on a parlé, qui a été nominé aux Oscars. Et vous étiez venu nous en parler sur ce plateau, il avait fait grand bruit en Israël, mais à l'étranger également. Et à l'étranger également, ainsi que les 4 premiers épisodes de la série israélienne, celle qui a inspiré Hollywood avec Homeland, Ratoufim. On aura aussi l'occasion de voir des conférences ainsi que de rencontrer des acteurs, des producteurs et des cinéastes israéliens donc venus pour parler, échanger avec le public français. Donc rendez-vous téléspectateurs français et parisiens du 3 au 10 avril avec à l'affiche Dr Pomerance de Assi Dayan. C'est ça. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler de chacun des films. J'ai dû donc faire une petite sélection. Et donc je vais vous parler de quelques films qui m'ont particulièrement plu, Nathalie. Alors celui d'Assi Dayan, une dénonciation du suicide, de la banalisation du suicide en Israël. C'est ça. Donc tout à fait. En fait, Assi Dayan, déjà, c'est un cinéaste qui est particulièrement étonnant et intéressant, et pas uniquement parce que c'est le fils du grand Moshe Dayan et que tous ses films vont à l'encontre de l'idéal sioniste de son père, mais parce que c'est un cinéaste qui a beaucoup de talent. En effet, donc, il a l'habitude de faire des satires sociales de la société israélienne qui sont à la fois provocantes et touchantes. C'est aussi un grand acteur, et d'ailleurs,
Pour Dr Pomerantz, il est réalisateur et acteur. Il a d'ailleurs grossi de 20 kilos pour pouvoir interpréter le rôle principal du docteur. On va regarder tout de suite la bande-annonce pour avoir un aperçu de ce film, Dr Pomerantz avec Assi Dayan. למה שאני לא יודע שום דבר? מה, אני כלום, לא מגיע לי שום דבר? אני לא קיים בכלל? ודאי שאתה קיים. אז אתה יודע מה? אני הולך לקפוץ עכשיו! אני הולך לקפוץ עכשיו! מה פתאום? שום דבר! מי אני בכלל? מי אני בכלל? תעצור רגע, תעצור רגע. שנייה. זה הקומה שלי. ואני, בלי תשלום עבור הקפיצה, אני לא יכול להרשות לך לקפוץ לנצח. קפיצה מפה זה לא סתם. כמה כסף אתה רוצה? אני רוצה ככה, זה 100 שקל לכל קומה, 12 קומות זה 1,200, ונניח עוד 800 עבור טיפוליה לא רע, לא רע. הזכרנו, זה עבר את הטראומה, אבל זה בסדר, וזה עוד 800 שקל, זה 2,000 שקל. ואם אפשר עכשיו, אני פשוט... יש לי פה 400 שקל. אני הולך להביא לך כסף. זה כלום זמן, זה... אני הולך לשבור קופת גמל, ואז אני אפטר מכולכם. Alors le psy qui propose 2000 shekels à son client, à son patient pour sauter de son immeuble et se suicider, vous en avez pensé quoi? Alors donc, tout à fait, donc déjà Dr Pomerantz, bon, si vous avez compris, c'est un psychologue spécialiste du suicide. Après avoir été renvoyé donc, du centre d'appel d'urgence où il travaillait, il incite donc ses patients à venir chez lui pour des sessions privées. Un jour, un de ses patients va sauter du balcon du 12e étage du balcon du docteur Pomerantz, et ce suicide va donner une idée au docteur totalement incongrue. Pourquoi ne pas ouvrir un nouveau business et faire payer l'accès à son balcon à des candidats au suicide? Donc le sujet du suicide... Un humour particulièrement noir donc d'Assi Dayan. C'est ça, donc déjà le sujet du suicide, ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Assi Dayan, il a déjà fait 2 films qui traitent de ce sujet. Il s'agit donc de Chagiga la Enaïm, donc le plaisir pour les yeux, ainsi que la vie selon Agfa. Et là, je pense que dans ce film, vous êtes d'accord avec moi, je pense, on est au paroxysme du cynisme. Tout à fait. J'ai pas encore vu le film, mais selon ce que vous en décrivez, ça a l'air d'être plutôt ça. C'est-à-dire qu'au lieu de venir en aide à ses patients, le docteur va tirer profit de leur détresse. Je pense qu'on a rarement atteint un tel niveau d'humour noir. Donc Assi Dayan, dans ce film, parle d'un sujet grave, hein, le sujet universel du suicide, et le traite avec une certaine froideur et absolument aucune empathie. Et donc dans ce film, il dénonce la banalisation du suicide dans le monde, hein, dans la société, qui est aujourd'hui devenue comme un choix, une option délibérée et même parfois un acte de liberté. Un acte de liberté, c'est également le thème du prochain film que vous venez nous présenter, Single Plus de Dover Kochashvili. J'ai pas écorché son nom cette fois-ci. Alors là, c'est la communauté géorgienne qui est à l'honneur. C'est ça, tout à fait. Donc Dover Kochashvili, c'est un cinéaste géorgien. On dit Gruzini ici en Israël, donc c'est pour désigner un juif israélien qui vient de Géorgie. Il décrit d'ailleurs cette communauté très bien dans son premier film Mariage tardif. On s'en souvient en 2000, un film qui avait fait beaucoup parler de lui, un film d'ailleurs qui avait été distribué en France. Depuis, il a connu d'autres succès en décrivant toujours cette communauté géorgienne. Cette fois, dans Single Plus, on est dans une satire absolument outrancière sur les rapports entre une mère et une fille. On regarde? On regarde. אולי הייתי מוכנה לעבור את כל הסבל הזה, אם הייתי יודעת שיש לי בשביל מה לחיות. זה עבד בז'אנר שלי. יש לי ממליצות מכל הארץ. הנה, לקוחות שחוזרות אליי פעם שנייה, פעם שלישית. אני רוצה שתעשה לי ילד. יש כאן $2,000. לא תהיה לך בעיה לחתום על זה שאת מוכנה לוותר על התינוק. אני רוצה להציל את אמא. Alors là, on est dans un autre style. Tout à l'heure, on parlait d'un psy qui fait payer ses patients pour se suicider. Là, on parle d'une femme qui fait payer les hommes pour avoir un enfant. Alors, plus exactement, l'histoire, donc, c'est Zahava, une jeune femme, plutôt qui a dépassé la trentaine, qui est toujours célibataire et qui n'a pas encore fondé de famille. Et pour accélérer les choses, sa mère va user d'un stratagème. Figurez-vous qu'elle va lui faire croire qu'elle est atteinte d'un cancer et refuse de se soigner et de prendre ses médicaments tant que sa fille, Zahava, ne sera pas enceinte.
Donc une mère juive, s'il en est dans toute sa splendeur, qui est capable d'inventer des stratagèmes particulièrement noirs. Votre analyse sur ce film ? Alors écoutez, c'est vrai que quand on voit ce film et quand on entend le résumé, on peut penser à une comédie légère hollywoodienne, mais ce n'est pas le cas du tout, puisque c'est un film en fait qui a déjà choqué et provoqué pas mal d'Israéliens. C'est une tragicomédie qui est parfois trash et violente. En effet, ce film présente un caractère assez machiste, puisqu'il humilie vraiment la femme. Maintenant, un autre niveau d'analyse, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir ce film comme, au contraire, à côté donc, de ce caractère provocateur, on peut le voir vraiment comme une satire sociale puissante et universelle qui dénonce le poids de la tradition et de la famille qui pèse sur les femmes dans le monde entier. Alors Charlotte, on vient à court de temps, on doit terminer cette chronique. Votre mot de la fin finalement qui viendrait résumer tout ce que les téléspectateurs peuvent attendre à ce festival du cinéma israélien à Paris? Alors écoutez, moi je pense que ça va être une semaine, un festival qui va être riche en émotions. On y retrouve toute la spécificité du cinéma israélien, des films forts, des films intenses, parfois dramatiques et violents, qui traitent de sujets comme la guerre, la religion, la tradition, la jeunesse en dérive, mais toujours avec autant d'humour, avec autant d'émotion, et avec une spécificité toujours aussi... Donc la société israélienne présentée dans toute sa splendeur. Merci Charlotte d'avoir été avec nous ce matin. Festival qui se tient donc du 3 au 10 avril prochain à Paris. Voilà. On revient à présent sur les titres qui ont fait l'actualité de ce matin et ce triste anniversaire que le Japon célèbre aujourd'hui, commémore aujourd'hui, 2 ans après le tsunami et la catastrophe nucléaire qui s'en est suivi. Une partie du Japon vit donc toujours dans des habitations provisoires. 13 000 familles chercheraient encore à se reloger. Je vous rappelle que le tsunami a dévasté le pays le 11 mars 2011 et a fait près de 19 000 morts. Et puis l'actualité au Nigeria, les otages ont été exécutés par leurs ravisseurs. Les autorités italiennes, britanniques et grecques ont jugé probable hier la mort des 7 otages étrangers enlevés le 7 février dernier au Nigeria, après que le groupe islamiste nigérian Ansarou a annoncé samedi leur assassinat. Au Vatican, le conclave chargé d'élire le prochain pape s'ouvrira demain après-midi au Vatican. Donc au total, 115 cardinaux âgés de moins de 80 ans y participeront dans la chapelle Sixtine après avoir assisté dans la matinée à une messe dans la basilique Saint-Pierre. Le successeur de Benoît XVI, qui a renoncé donc à ses fonctions fin février, devra pour être élu recueillir une majorité des 2/3 des suffrages, soit au moins 77 votes. Et c'est sur cette information que l'on referme cette édition. Merci à ceux qui l'ont réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Guisen TV.